Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christophe Salmon, le directeur général de Mattel France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Bon, on parle un peu des jouets. Évidemment, Mattel, géant américain du jouet, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 25 000 collaborateurs dans le monde. Des marques comme Fisher-Price, Uno Scrabble ou encore Pictionary. Et la fameuse Barbie. Évidemment, juste plus sérieusement sur les ventes de jouets. Est-ce que finalement, elles ont été suffisantes au mois de décembre post-confinement pour sauver la saison de Noël, pour sauver l'année? Parce que je sais que dans d'autres secteurs, malheureusement, on est sur des baisses de 20-25% dans le textile, dans les bijoux, dans la chaussure. Est-ce qu'au niveau du jouet, au niveau du marché et puis au niveau de vous, Mattel? Alors on a eu très peur, honnêtement, au mois de novembre, quand les magasins se sont tous retrouvés fermés. Un mois de novembre qui est relativement important pour le marché du jouet. Finalement, on s'en est bien sorti. La saison va faire entre moins 2,5, moins 3%. On attend la dernière semaine. Donc c'est plutôt un marché. C'est vachement bien, pardon, c'est dans le rouge, mais c'est pas inespéré de faire du moins 2, moins 3? C'est plutôt un marché qui est résilient et sincèrement, on aurait tous signé mi-mars, je crois, pour être très très proche de l'équilibre. Donc, là, vous parlez du marché du jouet. Oui, le marché du jouet, complètement. Le marché sur le total année va faire moins 2 et la saison entre moins 2,5 et moins 3, ce qui est une vraie performance. C'est les 3 derniers mois d'année, octobre, novembre, décembre. Qui compte pour la... C'est 50% du business, un peu plus même, 55% du business. Donc on est très très content. Il y a eu un très bon démarrage au mois d'octobre. Je pense que quand il y a eu les prémices d'annonces de couvre-feu et de fermeture des magasins, les Français ont acheté en anticipation. Voilà, il y a eu de l'anticipation. Le mois de novembre, finalement, au mois de novembre, quand même, il faut se rendre compte que 80% des enseignes où on faisait le business traditionnellement s'est retrouvé fermé. Je pense qu'il y a eu une vraie adaptation des enseignes. Et vous avez reçu Romain Mullier récemment qui vous expliquait notamment la mutation que les enseignes avaient entrepris. Exactement, pour aller sur beaucoup plus et d'offrir des services de click and collect à l'ensemble des consommateurs, a fait que le mois de novembre n'a pas été si catastrophique et puis un mois de décembre qui a été plutôt correct. Donc on est plutôt satisfait en tant que professionnel. Bon. Et là-dedans, ça c'est le marché, et vous, Mattel, pour le coup, est-ce que Mattel fait comme le marché, mieux, moins bien? Alors nous, Mattel, aujourd'hui, à la fin du 3e trimestre, on était plutôt au-delà du marché. On publie nos résultats dans quelques semaines, donc il faut encore avoir un peu de patience. Le groupe côté sur le Wall Street. Exactement, donc on sera, je pense, légèrement au-dessus de la tendance du marché. Pardon. Vous redoutiez d'ailleurs, je me rappelle, j'ai vu une interview de vous, je crois que c'est sur BFM, je ne sais plus, vous disiez il y aura une pénurie de jouets à Noël. Ça a été le cas? Enfin, ce fut le cas ou pas? Oui, je crois qu'on ne s'est pas trop trompé en fait. Je pense qu'au mois de décembre, le mois de décembre a été bon, mais pas Qu'est-ce qui était pénurique en termes de Alors nous, on a eu pas mal de produits, et notamment des produits Barbie qui ont été pénuriques. On a eu la chance. C'était une année assez particulière. Vous n'aviez pas beaucoup de marques, ce qu'on appelle entertainment, parce qu'il n'y avait eu pas de sortie cinéma. Donc il y a eu beaucoup de reports sur les marques repères, les marques fortes. Donc, Toy Story, on vient de voir. Exactement, Barbie notamment. Et ce qui a été vraiment rupturiste, c'est les produits qui apportaient de l'innovation au marché notamment. Et nous, on a eu une poupée qui s'appelle Barbie Color Reveal, où ça a été quand même assez compliqué de la chercher. Relativement simple, pas mal de clés pour le succès d'un jouet. C'est un jouet sur lequel vous achetez une Barbie qui est dans un tube, donc vous ne savez pas ce que vous achetez en tant que Barbie. Par un principe d'eau chaude, d'eau froide, vous mettez votre Barbie dans l'eau chaude et l'eau froide, le corps de Barbie se révèle, et puis vous pouvez habiller votre Barbie avec des habillages, la coiffer, etc. Donc pas mal de choses sur la collection, sur le fait de surprise. Pénurie complète. Et dans ce moment, il y a un report d'achat sur d'autres types de Barbie ou même d'autres types de jouets ou c'est perdu? Non, parce que les jouets sont relativement prescrits. Je sais que vous avez une petite fille. Si votre petite fille demande ou votre petit garçon le jouet, ce jouet-là exactement sur la liste de Noël, si vous amenez autre chose, je pense que vous allez faire des malheureux au niveau du pied du sapin. On a su trouver quelques solutions parce que l'avantage d'un groupe comme le nôtre, c'est qu'on opère dans différents pays. Donc c'est pouvoir aussi d'aller chercher du stock. Parce que dans chaque pays, ce ne sont pas les mêmes jouets. Les tendances, exactement, les tendances peuvent être un peu différentes, donc vous pouvez aller jouer sur les stocks des récupérer les stocks du Portugal. Exactement. Donc ça c'est un de nos Et vous êtes chez où d'ailleurs pour compenser la pénurie sur cette Barbie? Comment elle s'appelle? Color Reveal. Donc nous on a plutôt été dans une situation au mois de novembre où moi en tant que patron de l'entreprise j'ai plutôt essayé de mettre les mains sur mes stocks parce que le marché du jouet en Europe va très très bien. En Angleterre, en Allemagne, c'est des croissances entre 5 et 10%. Et là où en France on est on va faire -2.
d'accord, en tant que marché Attends, du jouet. on fera -2 là où d'autres marchés font du complètement. +5, +10 Ouais. Comment on explique cet écart? Alors, pour plusieurs choses, je pense que la maturité des marchés anglais et notamment allemands, ils sont beaucoup plus près sur ce qu'on appelle la partie omnichannel, sur les ventes en e-commerce, sur le click and collect. Donc, il y a eu fatalement des choses, ils étaient beaucoup mieux préparés que nous pour appréhender ça. Et les consommateurs étaient déjà dans ce rythme-là. Nous, ça nous a pris un peu plus de temps et d'adaptation. Mais du coup, pour revenir à votre question, donc on a été chercher dans des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, là où il y avait un peu plus de stock pour aller se bagarrer et essayer de proposer ces produits-là à nos enfants. Bon, la répartition, c'est intéressant, vous parlez de tous les canaux de distribution entre le magasin physique et les sites de e-commerce. C'est quoi aujourd'hui pour un groupe comme Mattel? Alors, traditionnellement, c'est 80% sur le classique, l'année dernière. Donc en magasin. En magasin, 20% sur le reste. Cette année, on sent une vraie accélération. On sera très proche des 30%, sur la partie e-commerce. Et dans la partie e-commerce, on met forcément ce qu'on appelle les pure players et puis tout ce qui est omnicanal. Cdiscount, Fnac et puis tout ce qui est omnicanal à côté vient compléter ça, où il y a une vraie progression. Des enseignes comme Pickwick Toys ont vu leur vente passer de quasiment 10% à 20% sur cette partie omnicanal. Donc, il nous l'a dit quand il est venu. Donc c'était les chiffres qu'il a annoncés. Donc on est vraiment, et c'est intéressant, et je pense que c'est une chance. De manière durable. De manière durable. Oui, de manière durable. Il y a des pays qui sont aujourd'hui entre même post-vaccin. Je crois que c'est une tendance de fond qui s'inscrit et qui va pas se freiner. Au UK ou en Allemagne, c'est 40 à 50% des ventes aujourd'hui. Le commerce online sur la partie du jouet. 50%. Là où nous, on est donc Nous, on était à 20%, on va monter à 28-29 cette année, donc on a rattrapé. Donc on va être dans un marché qui va être assez équilibré entre les magasins spécialisés, les hypermarchés et puis la partie e-commerce. Ça va faire. Et les pays où on est proche du 50-50 entre les ventes en ligne et les ventes en dur, il y a des pays où déjà qui sont les plus avancés? Le UK, le UK est quasiment. L'Allemagne est très très forte. L'Allemagne est très très forte là-dessus. C'est vraiment les deux pays porte-parole. Pour vous, en termes de marge, ça ne change rien? Non, pas vraiment pour nous. Ce qui change beaucoup, c'est comment on commercialise les produits. On voit des images de rayons, c'est un métier relativement classique où les gens peuvent venir prendre des conseils, voir les produits. Ce qu'il faut arriver à faire sur les ventes en ligne, c'est de faire en sorte que le consommateur ait exactement la même expérience. C'est-à-dire qu'il peut voir le produit. Oui, mais ce n'est pas possible. Alors, c'est possible différemment. C'est possible différemment. Par exemple, si vous allez sur des fiches produits de quelles que soient les enseignes, vous avez 7-8 photos prises sous toutes ces coutures, des vidéos, vous avez des fiches descriptives. Vous avez des avis consommateurs qui comptent. Bien sûr, ça ne remplacera jamais le conseil en magasin. Mais en général, quand vous venez sur Internet, vous venez parce que vous savez ce que vous cherchez aussi. Faut-il que les conseils soient, ce qu'on voit, les avis soient pertinents et non tronqués? Vous savez qu'il y a tout un débat là-dessus quand même. C'est assez contrôlé quand même. Bon. Donc, je disais Mattel, géant du jouet. On pense à Mattel, on pense à Barbie. C'est quoi Barbie ça pèse combien en part de marché Barbie au sein du groupe? C'est une grosse part. C'est notre première marque, c'est notre bateau amiral. C'est entre 25 et 30% suivant les pays. Donc en croissance. Et toujours en croissance. Ça n'a pas toujours été, non, ça n'a pas toujours été. Il y a 4 ans, il y a eu une période difficile. On a connu une période difficile sur la marque. Qu'est-ce qui est arrivé à Barbie il y a 4 ans? Parce que je pense que Barbie, il y a 4 ans en arrière, c'est beaucoup concentré sur faire bien des jouets, mais je pense qu'aujourd'hui, les attentes des petites filles ou des parents, justement, ça ne suffit plus. Faire un jouet, un bel avion de Barbie, un beau camping-car, une belle couleur reveal, c'est bien, mais je pense qu'il faut apporter beaucoup plus que ça. Barbie s'est révolutionné il y a 4 ans sur plusieurs axes. Et le premier axe, notamment, c'est qu'on est passé du stéréotype de la poupée mannequin blonde 29 cm avec des mensurations de rêve à quelque chose qui est une poupée qui exprime beaucoup plus la diversité. Qui représente la vraie vie. La vraie vie, la diversité, l'inclusivité. Aujourd'hui, vous avez des Barbies. Elle est toujours très mince, Barbie. Ah non, c'est faux. Ah non, c'est faux. Non, c'est un sujet sensible. non, justement, on a fait évoluer la forme des corps. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des Barbies grandes, petites, minces, larges, de couleurs de peau différentes, avec des textures de cheveux complètement différentes. C'est une gamme qu'on appelle fashionistas. C'est ça pas la révolution, une forme de révolution. C'était la première révolution et qui a remis justement la diversité en plein cœur de la stratégie de Barbie. Et les clients ont suivi, les enfants ont suivi, les enfants ont suivi. Et d'ailleurs, je pourrais vous donner quelques anecdotes. Les meilleures ventes sur cette gamme de poupées-là, c'est pas la Barbie classique, mais c'est des Barbies justement qui sont un peu plus rondes, un peu plus grandes, des choses comme ça, donc qui fonctionnent très bien. La deuxième chose qui était importante… Barbie avec un vitiligo.
Ouais. avec une dépigmentation de la peau. Exactement, on a fait aussi des Barbies plus inclusives, avec des Barbies avec des prothèses cette année ou en fauteuil roulant, justement Des pour Barbies exprimer en fauteuil roulant. la diversité et Les parents achètent des l'inclusivité. Barbies avec des fauteuils roulants? Oui, c'est vrai, complètement. Et c'est quelque chose qui fonctionne et je pense que c'était nécessaire. Le deuxième travail qui a été fait avec Barbie, notamment, ça a été de faire en sorte que Barbie puisse exprimer pour les enfants qui jouent au Barbie, qui pouvaient devenir tout ce qu'ils voulaient avec Barbie. C'est un des seuls jouets où vous pouvez être président de la République, vous pouvez être astronaute, vous pouvez être sapeur-pompier. Et on a fait toute une communication là-dessus en disant avec Barbie, tu peux être tout ce que tu veux et abandonne surtout pas tes rêves. On s'est associé avec pas mal de professions aujourd'hui qui étaient plutôt masculinisées, vues comme telles, pour promouvoir justement ces professions-là. Par exemple, là, on a fait l'année dernière tout un partenariat avec Amandine Henry, la capitaine de l'équipe de France, pour permettre d'accéder aux rêves. On a fait des partenariats avec Hélène Darroze, on a fait des partenariats avec des pilotes de chasse féminines pour représenter justement la diversification des métiers. Et le dernier point, on voit des Elles sont jolies ces Barbies. Elles sont jolies. Elles sont pas chauves, il y a des Barbies chauves, elles sont pas chauves celles-là. Exactement, mais il faudra en remettre dans les spots. Mais la dernière chose qui est importante aussi, on a montré que jouer à la poupée mannequin l'année dernière avec une étude scientifique, ça permet de développer quelque chose qui est relativement important et c'est des qualités qu'on recherche aujourd'hui, notamment dans le management. Je vous l'avais déjà dit, l'empathie, c'est voilà. ça, je l'ai dit dans une interview. Et ça, c'est top. Prouvé scientifiquement. Prouvé scientifiquement, avec des études scientifiques, de démontrer que jouer à la poupée mannequin, ça développe une qualité essentielle qui est l'empathie. Donc voilà, il y a eu pas mal de révolutions culturelles sur la marque qui fait aujourd'hui qu'elle est reconnue non seulement par les enfants, mais aussi par les parents pour le bénéfice qu'elle peut avoir. Dans les jouets stars autres que Barbie sur Noël, j'ai vu ça, le Pictionary digital. Oui. Best-seller. Énorme jeu, on a vendu plus de 50 000 pièces. C'est très bien pour un lancement de jeu. Donc on a dépoussiéré notre Pictionary qui fonctionne au demeurant c'est des très questions, bien. ça me rappelle des souvenirs. Donc le principe de Pictionary, pour ceux qui nous écoutent, c'est relativement simple. Vous piochez une carte et vous devez faire deviner en dessinant à des amis le mot. Et en fait, traditionnellement, vous faisiez sur une feuille papier. Là, on a équipé un nouveau jeu avec un crayon digital. Vous pointez sur la télévision et vous dessinez votre dessin complètement en live de façon digitale sur un iPad, sur une télévision, sur un téléphone, évident, etc. et voilà. Donc ça a super bien fonctionné. Donc on est très content de cette réussite-là. Bon, mais on se dit que c'est malgré tout, même s'il y a des évolutions, toujours un peu les mêmes jouets qui plaisent. On réinvente les mêmes jouets. C'est très dur de faire sortir de nouveaux blockbusters, de nouveaux best-sellers out of nowhere. C'est compliqué, mais je pense que c'est aussi... Mais il n'y a aucun qui me vient à l'esprit, en même temps je ne suis pas un expert dessus. Alors, dans le marché du jouet, il y a beaucoup de moteurs de croissance qui peuvent être des nouvelles marques, des phénomènes de cours de récré qui peuvent lier à des films d'entertainment, des choses comme ça, donc qui viennent alimenter. Ensuite, justement, c'est aussi notre capacité à innover. Je vous ai cité la Barbie Color Reveal, c'est un jouet justement... mais ça reste Barbie. Mais ça reste Barbie, voilà, et c'est des marques qui sont relativement installées. Et après, c'est compliqué d'innover. Par exemple, à titre d'exemple, sur Fisher-Price, qui est une de nos marques, on développe entre 400 et 500 jouets par an qu'on fait tester à des enfants. À l'arrivée, on va en retenir peut-être des nouveaux, une vingtaine ou une trentaine. Donc on est très sélectif pour ça, il y a un vrai choix. On place le consommateur au centre du jeu pour savoir si le jouet va plaire et on développe nos jouets à partir de ça. Révolutionner complètement le jouet, ça reste évidemment compliqué. On finit là-dessus, mais quatrième acteur du marché français donc pour Mattel, derrière Lego, inamovible Lego, Hasbro et Playmobil. 6% de part de marché, j'ai lu en France, mais peut-être ça date un peu, non Non, vous avez les bons chiffres. Et le podium, c'est combien alors, c'est un marché atomisé, le marché du jouet. Le premier leader, il est à peu près à 10%. Donc ça laisse beaucoup d'espoir. Donc voilà, donc c'est 10, 7,5 le deuxième. Avec Playmobil, on est quasiment au coude à coude. Vous êtes à touche serviette. Donc voilà, ça va très vite. Ça va très vite et c'est souvent cyclique. Donc il y a des cycles Lego, il y a des cycles Hasbro, il y a des cycles Mattel. Donc voilà. Vous êtes bien dans ce trio, entre guillemets Oui, on est trio. Après, il y a des challengers qui nous forcent justement à être vigilants. Il y a des gens comme VTech sur le premier âge. Il y a des gens comme J'en ai acheté du VTech. Voilà. Personne n'est parfait. Vous n'avez qu'à faire des petits Kidizoom, là, des petits on fait d'autres choses pour le premier âge, mais qui sont un peu différents. Color Reveal, tiens, justement, à l'écran. Voilà. Bon, voilà. Et donc, merci en tout cas d'avoir été avec nous, Christophe Salmon, directeur général de Mattel pour la France. Donc, ce qu'on retient, c'est que
au final, vous vous en sortez bien. On est Et content. tant mieux pour vous, mais je veux dire, on est content. au niveau de l'industrie, et vous, Mattel, Ouais. une année finalement quasi blanche, enfin à peine dans le rouge. On aurait tout signé pour ça le 16 mars quand il y a eu les premiers événements, les premières annonces. Donc globalement, Mais ça, c'est pour la France, parce qu'on a vu que dans d'autres pays en Europe, il y a des pays qui finissent à plus entre 10. plus 5 et plus 10. Les US vont très bien aussi. Le marché américain va très bien sur le jouet. Je pense que le jouet était vraiment, dans ces pays-là, vu comme une catégorie essentielle, une valeur refuge pour le bien des enfants. Et sacralisé. Ouais. Et c'est important de se retrouver aussi pendant le confinement sur les jeux de société, de pouvoir rejouer ensemble, des choses comme ça. Donc passer du temps en famille, donc c'est plutôt bien. Vos jeux de société, c'est quoi chez vous d'ailleurs? On a Scrabble, Uno, notamment pour les marques Pictionary. Uno, je jouais quand j'étais plus jeune. Il y a encore Uno? Bien sûr, mais il faut jouer avec vos enfants. Vous allez faire des parties mais complètement de dingue, vous allez voir. Allez, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.